Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent Ramadan. Je suis très ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Hightech 221. Le guichet unique, tout le monde en a entendu parler, mais quelle est exactement son utilité? Nous allons en parler tout de suite avec l'administrateur général de Gaïndé 2000 ainsi que le coordonnateur général de la direction des douanes. Comme le commerce international est très mouvant, naturellement, il faudrait que les outils qui nous permettent d'accompagner ce mouvement soient des outils modernes, des outils actuels. La première version du guichet unique a été mise en service en 2004. L'état de la technologie et les enjeux de sécurité n'étaient pas les mêmes. Donc, à travers cette nouvelle version, nous avons voulu apporter beaucoup d'innovations technologiques qui ne sont pas visibles pour l'utilisateur, mais également sur le plan fonctionnel, améliorer le confort de l'utilisateur. Donc c'est tout le sens qu'il faudra donner donc à la nouvelle version de Orbus, qui est donc l'outil technique qui permet véritablement d'assurer les formalités du pré-dédouanement au Sénégal. Donc le commerce avec ses évolutions, donc les outils qui accompagnent le commerce également doivent évoluer périodiquement. Les notifications qui permettent à l'utilisateur de savoir l'état de sa demande est désormais intégré. La deuxième, c'est que les outils de mobilité, notamment le téléphone et les tablettes, sont également intégrés pour permettre aux acteurs de les utiliser pour consulter des documents électroniques. Les défis que nous comptons relever ensemble, ce sont les défis qui sont liés donc à l'amélioration de l'environnement des affaires à travers donc le segment du commerce extérieur. Le GIE Gaïndé 2000 se trouve en amont du processus, donc le pré-dédouanement. L'administration des douanes fait le dédouanement. Donc naturellement, si on doit véritablement accompagner le commerce dans un cycle vertueux, il faut que le GIE Gaïndé 2002 et la douane travaillent en parfaite intelligence et que véritablement à un moment donné, les outils convergent pour véritablement donc mettre en place un environnement des affaires favorable donc, au commerce. Alors les enjeux, c'est l'ouverture parce que le commerce international va être de plus en plus intégré non seulement par des acteurs domestiques mais également par les acteurs internationaux. La logistique internationale est en train de connaître des évolutions majeures avec le commerce électronique. Donc ce que nous avons voulu à travers cette nouvelle version de la plateforme, c'est justement d'avoir la capacité d'ouverture pour recevoir des documents de façon sécurisée et des données de façon sécurisée qui viendraient de l'extérieur et pouvoir en même temps, en retour, émettre ces données et ces documents pour permettre à des formalités qui doivent avoir lieu en dehors du territoire national de pouvoir s'effectuer. Nous avons rencontré pour vous un représentant du ministère du Commerce, le directeur général de la douane, ainsi qu'un représentant de African Alliance for E-Commerce. On a une longue tradition de dématérialisation des procédures du commerce extérieur. Les discours prononcés ce matin nous ont montré qu'avec la douane, justement, que le Sénégal est pionnier et leader dans ce domaine. Et nous avons lancé ensemble Orbus, nous avons lancé ensemble Chorus. C'est des applications qui nous permettent d'aller vite en matière de commerce international, en matière d'échange. Nous sommes aujourd'hui dans une configuration où chaque guichet unique national remplit ses objectifs, remplit sa mission, mais il est important, et surtout dans le cadre de la zone de libre-échange qui est en vue, qu'il y ait une véritable intégration. Dans le domaine du commerce électronique, c'est un domaine actuellement qui est une réalité, en tout cas, et qui offre justement à nos États des opportunités extraordinaires, je dois dire, en tout cas qui devraient nous permettre justement de rattraper d'une certaine manière le retard économique que nous pouvons avoir par rapport à certains pays. Les guichets uniques nous permettront, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général du ministère du Commerce, dans un lieu déterminé, d'y établir, d'y effectuer toutes les formalités qui sont liées au dédouanement
des marchandises. Nous, dans notre vocabulaire, nous n'aimons pas ce terme de difficulté, parce que je crois que par définition, quand il y a difficulté, il faut trouver des solutions. Et quand nous nous retrouvons, c'est justement pour chercher ensemble toutes les solutions qui peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs et de remplir nos missions. Cette rencontre aussi revêt un caractère particulier parce que, comme vous le savez, nous sommes engagés au niveau du continent africain dans des négociations qui devraient normalement ouvrir tout le continent africain à un seul marché. La douane est devant comme derrière. Elle est devant donc pour la prise en charge des marchandises pour le dédouanement, mais également avec le trésor. Il faudrait que quand il y a un commerce sur des produits qui sont soumis à taxation, qu'il y ait également la vigilance requise pour que les droits et taxes soient sécurisés et versés dans les caisses de l'État. Il est important que nous assistons à des changements très très importants. Et la première des choses, c'est la sensibilisation, l'information, de manière à ce que tous les acteurs soient conscients et adhèrent à ces changements qui sont aujourd'hui inéluctables. Il est important également pour notre pays dans ce cadre de se préparer parce que justement, avec le commerce électronique, nous pourrons également pénétrer davantage certains marchés qui parfois ne sont pas des marchés traditionnels pour nous. Donc on peut observer ici et là peut-être des résistances au changement, mais il nous appartient effectivement de convaincre, de persuader, de travailler dans le cadre de la sensibilisation, de la formation pour qu'il y ait une réelle adhésion. C'est une voie que nous devons tous emprunter au risque d'être laissés de côté. Donc nous n'avons pas véritablement de choix. Quand on parle aujourd'hui du e-commerce, ce n'est plus, j'allais dire, une vue de l'esprit, c'est une réalité quotidienne. Dans le dossier TechZoom de ce numéro, nous allons parler de la cybersécurité. Quand on parle de cybersécurité, on parle de tout ce qui est logiciels malveillants qui sont dans le téléphone ou encore dans nos computers. Nous utilisons souvent des sites et nous ne nous rendons pas compte que parfois nous ouvrons la porte à des logiciels espions qui sont capables de nous envoyer des mails, des spams, etc. Comment s'en protéger? Nous allons le découvrir tout de suite dans TechZoom. Un logiciel espion, aussi appelé mouchard ou espiogiste en anglais spyware, est un logiciel malveillant qui s'installe dans un ordinateur ou un autre appareil mobile, dans le but de collecter et transférer des informations sur l'environnement dans lequel il s'est installé, très souvent sans que l'utilisateur en ait connaissance. L'essor de ce type de logiciel est associé à celui d'Internet qui lui sert de moyen de transmission de données. Avez-vous une fois été victime d'un logiciel espion? Oui, j'ai été une fois victime des logiciels d'espion. Je n'ai jamais été victime de logiciels espions à travers le net. Je n'avais pas été victime d'un logiciel espion, mais quand même d'une application espionne. En fait, l'application, elle crée une discussion, comme si c'était moi qui faisais la discussion, or que ce n'était pas moi. Non, j'ai jamais été victime des logiciels d'espion. Avez-vous une fois été piraté? On a essayé de me pirater une fois au niveau de ma boîte Gmail. Non, désolé, je n'ai jamais été piraté. Oui, une fois sur Facebook. J'ai jamais été piraté, mais en fait, moi, j'ai piraté. J'ai été piraté une fois en Facebook. Avec un logiciel, on s'amusait avec des potes. On m'a dit que si tu valides, ce sont des escrocs qui vont essayer de vous enlever quelque chose. J'ai connecté cette machine avec la mienne. Je me suis méfié. Je n'ai pas lu. En fait, c'était un gars qui voulait m'intimider, quoi. Un gars du quartier qui voulait m'intimider. Je me suis amusé à jouer avec le Facebook de notre gars. Votre ordinateur a-t-il été endommagé par un logiciel malveillant? Mon ordinateur a été déjà endommagé par un logiciel malveillant. Mon ordi n'a jamais été victime de cela. Oui, mon ordinateur a été une fois endommagé. C'est plusieurs fois même. Oui, effectivement, mon ordinateur a une fois rencontré un problème concernant un logiciel que j'avais téléchargé qui se nomme Adobe Reader. C'était juste un antivirus. Ça s'est installé automatiquement au niveau de la machine. Et ça a fait 10 à 15 minutes, la machine a arrêté automatiquement de fonctionner. La souris n'arrivait plus à marcher. J'étais obligé maintenant de réinstaller la machine et ça m'a pris beaucoup de temps. Il a fallu que je réinstalle la machine. À la suite, c'est après que j'ai su que c'est ce logiciel-là qui avait endommagé la machine. Donc j'ai pris égard à ne plus télécharger ce genre de logiciel. De nombreux logiciels espions sont aussi légaux. Ces logiciels sont destinés à une utilisation privée pour surveiller un salarié, son mari, sa femme ou encore ses enfants. Pour rester dans la légalité, il est obligatoire de signaler la présence d'un logiciel espion sur le téléphone ou l'ordinateur.
Allons retrouver tout de suite Basile et son invité pour un autre sujet encore dans l'éthique. Professeur Jean-Louis Correa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du pôle juridique de l'UVS. Aujourd'hui, l'UVS vient de lancer une formation, une licence en Legal Tech pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop. À quoi ça sert? C'est quoi la Legal Tech? La Legal Tech est un mariage. Un mariage entre le droit et l'informatique. C'est comment unir le droit et l'informatique pour justement arriver à proposer des solutions juridiques informatisées, digitales, à des professionnels du droit. Il ne s'agit donc pas seulement de former des juristes qui ont pour vocation de connaître ou de comprendre la législation en matière de TIC, mais il s'agit avec la Legal Tech de former des juristes qui ont une compétence en droit, comme en aurait tout étudiant de droit d'une faculté de droit normale, mais également un juriste qui a des compétences en informatique qui lui permettraient, comme un informaticien, d'avoir les outils nécessaires pour procéder à de la codification et en utilisant les algorithmes pour procéder à des communications. L'objectif de la Legal Tech, c'est de pouvoir aider les professionnels du monde du droit, c'est-à-dire les avocats, les notaires, les entreprises, mais également les administrations publiques, de les aider à pouvoir gagner en temps, parce qu'avec les processus de digitalisation, il y a beaucoup de choses qui se faisaient, qui se font en moins de temps, mais qui dit gain de temps, dit également gain en opportunité, gain en argent. Alors la Legal Tech, c'était un concept qui vient des États-Unis. On entend aux États-Unis, c'est là-bas que tout commence. Est-ce une première au Sénégal ou il y a d'autres structures qui ont déjà commencé à apprendre la Legal Tech est une première au Sénégal. C'est pour la première fois qu'une université sénégalaise, qu'une institution d'enseignement supérieur tout court, crée une formation, une licence en Legal Tech. C'est-à-dire, nos étudiants qui sont orientés depuis cette année dans la filière Legal Tech vont pouvoir, à partir de cette année, sur 6 semestres, c'est-à-dire 3 ans, étudier toutes ces matières, tout un parcours qui va les mener au bout des 3 ans d'études vers cette double compétence en droit et en informatique. Et je pourrais même ajouter, pour dire que c'est la toute première fois qu'en Afrique noire francophone, qu'il y a une formation qui porte exclusivement sur la Legal Tech. Cela montre que le Sénégal, à travers l'UVS, se positionne aussi comme étant un pays qui est dans cette recherche de l'innovation et dans cette recherche de mise en œuvre des technologies de l'information et de la communication. Alors aujourd'hui, on parle de nouveaux métiers des juristes, on parle de community management, on parle de développement d'applications. 3 ans après d'études pour cette licence-là, qu'est-ce que la Legal Tech va offrir à ses étudiants? Est-ce que le marché est ouvert pour ces futurs juristes augmentés? Le marché est ouvert. Il y a d'abord un marché du droit lié à l'informatique qui est le marché de l'encadrement de l'activité informatique. Mais à côté de cela, il y a le marché des solutions proposées aux professionnels du droit. Et je pense que c'est un marché qui est là, qui est en latence, qu'il ne suffit que de réveiller et de susciter. Il y a certains besoins qui sont exprimés par les notaires. L'État du Sénégal, à travers le ministère de la Justice, a ce projet de digitalisation des procédures judiciaires. Je pense que les profils que nous formons à l'UVS, qui seront autant juristes qu'informaticiens, pourront être destinés ne serait-ce qu'à l'administration du Sénégal, mais également ce sont des gens qui, durant leur processus de formation, auront eu toutes les compétences pour créer leur propre entreprise. Et ce que nous recherchons également, c'est des juristes qui, à la fin de leur formation, pourront eux-mêmes s'auto-employer en étant des entrepreneurs et créer des applications et les mettre au service des entreprises. Alors, la Legal Tech, pour moi, ça vient en heure avec l'intelligence artificielle, où on parle de la menace de l'emploi, où la machine va remplacer en quelque sorte l'homme. Côté Legal Tech, est-ce que ça ne sera pas le cas aussi si l'on sait qu'au Sénégal, l'administration est en évolution pour la digitalisation, des notaires qui ne sont pas assez outillés
en matière de technologie. Est-ce qu'il n'y aura pas ce boom-là entre deux filières? Nous vivons actuellement une véritable révolution, une révolution numérique. Nous vivons une nouvelle renaissance. Et cette nouvelle renaissance va impliquer un changement dans notre rapport aux autres, un changement dans notre rapport au travail. Et dans notre changement au rapport du travail, il y a beaucoup d'emplois qui existent maintenant qui n'existeront plus dans 10 ans. Les emplois de 10 ans, nous ne les connaissons pas au moment où nous parlons. À partir de là, il faut être dans la veille et il faut être dans l'innovation constante. Et cette formation-là qui vise justement la LegalTech est une formation qui se propose d'anticiper sur les métiers et les savoirs de demain. Et c'est pourquoi nous n'avons aucun doute, après avoir étudié le secteur, nous n'avons aucun doute pour dire que le juriste légalticien est un juriste qui est un juriste de son heure, parce que justement le marché et l'innovation et la révolution numérique que nous vivons actuellement imposent de former un juriste qui soit flexible, qui soit adapté à son temps. Alors, vous pensez à combien de juristes qui seront formés? Vous visez quel nombre? Avec le modèle de formation, qui est un modèle très pratique, nous avons un nombre de 50 juristes que nous prenons par promotion. Cette année où nous lançons avec cette année universitaire, nous lançons la LegalTech, nous avons 40 étudiants que nous avons répartis dans nos différents espaces numériques ouverts, et cela nous permet de leur donner une formation de qualité, puisque en dehors des cours de droit, ils ont beaucoup de cours pratiques d'informatique qu'ils doivent prendre. D'accord, M. Correa. Je rappelle que votre nom est Jean-Louis Correa. Vous êtes le directeur du pôle juridique de l'UVS. Merci de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Partitionner un disque, je pense que maintenant, tout le monde sait faire. Mais est-ce que tout le monde sait le faire sous Windows 10? Telle est la question qu'on se pose aujourd'hui dans Tech Tips. Merci Mary. Avant de parler du tips de ce numéro, je tenais à souhaiter à tous un bon Ramadan. Pour le tips de ce numéro, nous allons vous démontrer comment partitionner un disque dur dans Windows 10. Pour bien séparer vos documents des programmes ou pour installer un nouveau système d'exploitation sur votre machine sans perdre le premier, créez une nouvelle partition sur votre disque dur. C'est plus simple qu'il n'y paraît, on vous dit comment vous y prendre. Partitionner le disque de votre ordinateur peut être utile pour plusieurs raisons. En le divisant en plusieurs partitions de taille plus ou moins grande. L'accès aux données se fera plus rapidement et vous pourrez, par exemple, réserver une partition entière pour y stocker vos données et ainsi éviter les éventuelles pertes en cas de crash du système d'exploitation. Créer une nouvelle partition sur le disque dur de votre PC peut être également utile si vous envisagez d'installer un deuxième système d'exploitation. Ouvrez le gestionnaire de disque, faites un clic droit sur le menu Démarrer, puis choisissez Gestion du disque. Le gestionnaire de disque de Windows s'ouvre et affiche les différents disques et partitions présents sur votre machine. Nous travaillerons exclusivement sur la partition Système C, les autres partitions étant réservées à des fonctions de récupération ou de réinstallation du système n'y touchez pas. Réduisez la partition principale. La partition principale de l'ordinateur noté C occupe en principe la grande majorité de l'espace de votre disque dur. Sélectionnez-la, puis à l'aide d'un clic droit, choisissez de réduire le volume. Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, ajustez la valeur de la quantité d'espace à réduire si besoin et validez en cliquant sur Réduire. Créez la nouvelle partition, un nouvel espace non alloué apparaît en noir. Sélectionnez-le, faites un clic droit sur ce dernier, puis choisissez Nouveau volume simple. L'assistant de création d'un volume simple s'ouvre. Cliquez sur Suivant, ajustez la taille de la nouvelle partition si nécessaire et cliquez à nouveau sur Suivant. L'assistant demande ensuite d'attribuer une lettre à la partition à créer. Si la lettre attribuée par défaut vous convient, cliquez sur Suivant. Il vous est enfin demandé si vous souhaitez formater le volume. Sélectionnez Formater ce volume, conservez les paramètres sélectionnés par défaut et choisissez éventuellement un nom pour votre volume. Validez la création de partition en cliquant sur Terminer. Et voilà, nous venons de vous démontrer comment partitionner un disque dur dans Windows 10. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans un autre tips. Merci. Dans TechWorld aujourd'hui, je vous amène un robot qu'on appelle Komzo. Komzo, c'est l'intelligence artificielle de compagnie, comme qui dirait chien de compagnie. Mais sauf que Komzo, c'est un robot qui joue avec vous, qui fait absolument tout avec vous. En plus de ça, il paraît qu'il a un caractère bien trempé.
un petit robot sacrément intelligent au caractère bien trempé. C'est un vrai personnage qui semble tout droit sorti d'un film. Cosmo a une personnalité unique évolue à votre contact. Toujours prêt à jouer, il attire votre attention et ne cesse de vous surprendre. Dès les premiers instants, Cosmo s'anime, fait votre connaissance et vous appelle par votre prénom. Il apprend vite, acquiert de nouvelles compétences et vous fait régulièrement découvrir de nouvelles activités. Curieux, Cosmo explore son environnement. Espiègle, il vous défie à des jeux d'adresse et de rapidité et n'hésite pas à bluffer pour gagner. Avec CodeLab, faites faire à Cosmo tout ce que vous voulez. Imaginez, codez, il suit toutes vos instructions et donne vie à vos idées. Nous quittons le monde de l'intelligence artificielle pour celui des applications et objets connectés. En effet, je vais vous présenter Tile, gadget et bien sûr application. Tile est un gadget que vous pouvez avoir et dedans, vous allez télécharger l'application Tile. Qu'est-ce que Tile? En gros, Tile c'est juste le GPS des objets perdus. Nous allons le voir à travers cette vidéo. La famille des dispositifs de suivi Bluetooth de Tile et l'application intuitive du même nom vous aide à garder près de vous ce qui vous est le plus cher. Téléchargez l'application gratuite Tile, ouvrez-la, appuyez sur le signe plus et suivez simplement les instructions qui s'affichent à l'écran pour activer votre Tile. Utilisez l'application Tile pour faire sonner votre objet s'il est proche ou repérez-le sur une carte s'il est loin. Avec Tile, vous êtes connecté à la plus grande équipe de recherche des objets perdus au monde. Tous les utilisateurs de l'application se trouvant à portée de votre objet égaré peuvent automatiquement mettre à jour son emplacement. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère que, comme d'habitude, vous avez aimé les sujets présentés ainsi que la présentation en elle-même. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. En attendant, laissez-moi vous souhaiter de passer un très bon mois de Ramadan. Ramadan Karim, mes chers technophiles.